Salut. Encore une de ces histoires de famille bien tordues où le personnage principal doit enfin apprendre à s'affirmer, et c'est exactement ce qu'elle fait. Écoutez bien ça. Ma fille de 12 ans s'était mise sur son 31 pour l'anniversaire de sa cousine, mais elle s'est retrouvée abandonnée à garder deux gamins pendant 12 heures pendant que tout le reste de la famille partait se prélasser dans un spa de luxe. La famille, ça s'entraide, m'a dit ma mère. Le lendemain matin, j'ai agi et ils ont tout regretté. Je me suis garée devant chez ma sœur Émilie un peu après 20 heures ce soir-là, m'attendant au désordre habituel des fins de fête et au débriefing bruyant dans la voiture avant même que je n'ai le temps de verrouiller les portières. Au lieu de ça, l'endroit semblait mort. Les lumières extérieures étaient allumées, mais l'allée était à moitié vide. Aucun ballon n'était attaché à la boîte aux lettres. Aucune assiette en carton ne traînait sur le rebord du perron et on n'entendait pas une seule voix d'enfant à travers la porte d'entrée. Je me souviens être restée assise là, la main encore sur le volant, essayant de comprendre pourquoi ce silence m'angoissait si vite. Puis la porte s'est ouverte et ma fille Léa est sortie. Léa a 12 ans, et quand je l'avais déposée un peu après 8 heures ce matin-là, elle était toute excitée de cette façon discrète propre au préado, prétendant ne pas l'être tout en vérifiant sa tenue de foi. Maintenant, son joli chemisier était froissé. Ses cheveux s'échappaient de la barrette qu'elle avait mise elle-même, et elle avait l'air de sortir d'une garde de nuit à l'hôpital. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas en colère, elle était juste éteinte. Elle s'est glissée sur le siège arrière avec son sac cadeau vide. Elle avait au moins réussi à donner son présent à Manon avant qu'il ne disparaisse. Tous pour le spa, et ses épaules étaient tombantes. Je ne connaissais pas encore les détails. Je savais seulement que sa journée s'était mal passée. D'habitude, après une longue journée avec sa cousine Manon, Léa commençait à parler avant même que j'atteigne le panneau stop. Elle me racontait qui avait dit quoi, quel parfum de gâteau était le meilleur, si la décoration faisait trop gamine, et ce qu'elle et Manon avaient décidé pour leur bracelet d'amitié ou n'importe quel nouveau truc important de la semaine. Ce soir-là, elle a bouclé sa ceinture, a tiré la sangle contre sa poitrine et a appuyé sa tête contre la vitre comme si elle voulait se faire toute petite. J'ai gardé une voix légère parce qu'au début, j'ai cru que les filles s'étaient disputées. J'ai demandé comment s'était passé l'anniversaire. Bien, a-t-elle dit. J'ai demandé si elles avaient fini par faire le programme spa qu'Émilie avait mentionné. Plus ou moins. J'ai demandé si papy et mamie étaient restés tout le temps. Un petit moment. Chaque réponse était courte et prudente, comme si elle contournait un obstacle. Je l'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu ce regard que les enfants ont quand ils essaient de décider s'ils ont le droit de penser qu'une situation était injuste. Alors, j'ai tenté une dernière question, plus douce que les autres. Ma puce, qu'est-ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui? Léa a regardé ses mains une seconde, puis a fixé la fenêtre. Ce n'était pas vraiment un anniversaire, a-t-elle dit. C'est là que j'ai commencé à être vraiment attentive. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, et Léa a répondu sur le même ton calme qu'elle utilise pour lire ses consignes scolaires. Manon n'était pas là la plupart du temps. Je me suis retournée à moitié à un feu rouge parce que cette phrase n'avait aucun sens. Manon est l'aînée d'Émilie, elle fêtait ses 13 ans ce jour-là, et la seule raison pour laquelle Léa était venue, c'était pour fêter ça avec elle. Comment ça, elle n'était pas là? Ai-je demandé. Léa m'a raconté que Manon était allée dans un spa de luxe avec Émilie, mes parents, et deux filles plus âgées du quartier d'Émilie. Elles avaient des peignoirs, des soins du visage, un déjeuner. Et tout le tralala.
Elles sont parties peu après mon arrivée, a dit Léa. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal compris. J'ai demandé si le spa était pour plus tard, après la fête à la maison. Elle a secoué la tête. J'ai demandé si Manon était rentrée plus tôt pour qu'elle mange quand même le gâteau ensemble. Non, ils ne sont rentrés qu'un peu avant que tu n'arrives. J'ai senti ce silence désagréable dans ma poitrine où les faits se réorganisant en quelque chose de bien pire. Léa avait été invitée à un anniversaire, s'était habillée pour un anniversaire, et avait été déposée dans une maison où la véritable célébration avait lieu ailleurs. Ce n'était pas qu'elle avait raté le meilleur moment. Le meilleur moment ne lui avait jamais été destiné. J'ai quand même essayé de donner une meilleure tournure à la chose. J'ai demandé si un autre adulte était resté avec les garçons. Lucas a 6 ans, Théo en a 4, et il y a une énorme différence entre aider avec ses cousins pendant 1 heure et être la personne responsable de 2 petits toute la journée. Léa a dit. Non, pas vraiment. Mamie était là au début, et papy faisait des allers-retours. Pendant que tout le monde se préparait. Puis ils sont partis aussi. Qui était avec toi après ça, ai-je demandé. Léa a fixé les lampadaires qui défilaient et a dit, juste moi et les garçons. J'ai demandé si Émilie l'avait prévenue à l'avance. Elle a dit qu'il lui avait dit une fois qu'elle était déjà là qu'elle serait d'une aide précieuse. Ils ont dit qu'elle était douée avec les plus jeunes à cause de son frère Hugo. Ils ont dit qu'elle était la plus responsable. Je pouvais entendre chaque compliment d'adulte enrobant là. Même chose hideuse. Personne n'avait oublié Léa. Personne n'avait manqué de solution à la dernière minute. Ils avaient besoin d'une babysitter, s'étaient rendu compte que je n'étais pas disponible, et avaient décidé que ma fille ferait l'affaire. Une invitation d'anniversaire avait servi d'appât. Le temps que j'arrive dans notre quartier, la situation était claire. Léa n'avait pas été incluse dans la fête. On lui avait assigné un travail. Une fois que j'ai compris ça, les questions ont changé. J'ai arrêté de parler de gâteau et j'ai demandé à quoi ressemblait vraiment la journée. Qui a donné à manger à Lucas et Théo à midi? C'est Léa. Qui leur a donné le goûter? C'est Léa. Qui a nettoyé quand Théo a renversé son jus? C'est moi. Qui a calmé la dispute pour la tablette? Je leur ai confisqué. Elle m'a raconté qu'elle avait fait chauffer des nuggets, ouvert des pommes-potes, trouvé des lingettes, changé la télé, et qu'à l'heure du dîner, elle fouillait dans le congélateur d'Émilie pour essayer de deviner ce que 2 petits garçons épuisés accepteraient de manger. Tout ça en gardant la porte de derrière verrouillée parce qu'elle avait peur que Théo ne s'échappe dehors. À l'heure du dîner, les garçons étaient bruyants et fatigués, et elle comptait les minutes parce que personne ne lui avait dit quand il rentrerait. Ni n'avait pris de ses nouvelles correctement. Plus elle expliquait, moins ça ressemblait à de l'entraide, et plus ça ressemblait à du travail forcé. Elle était arrivée avec ses jolies chaussures et avait passé toute la journée à faire du babysitting non rémunéré pendant que les adultes étaient au spa. Léa disait ça avec ce ton obéissant qui rendait les choses encore pires, comme si elle énumérait les corvées qu'elle avait correctement accomplies. Je gardais une main sur le volant et l'autre à plat sur ma cuisse pour qu'elle ne la voie pas trembler. J'en avais fini d'être polie. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est que Léa voulait encore les protéger. Elle disait que peut-être le spa était réservé aux grandes personnes. Elle disait que peut-être Émilie pensait que Léa s'amuserait plus en se rendant utile qu'en restant assise. Elle a dit que mamie lui avait dit, tu es la seule en qui on peut avoir confiance. J'ai demandé si elle avait eu envie de rester avec les garçons et elle m'a donné le genre de réponse qui dit tout en évitant le sujet,
je ne voulais pas être impoli. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout le reste. Elle a 12 ans. Elle ne devrait pas avoir à traduire l'exploitation en maturité parce que des adultes qu'elle aime lui ont dit qu'être facile à utiliser était un compliment. Je lui ai dit très clairement, être serviable, c'est bien. Être piégé pour travailler, ce n'est pas la même chose. Elle m'a regardé comme si elle attendait de savoir quel sens elle avait le droit de donner à cette journée. Je pensais que j'étais peut-être trop sensible, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle n'était ni trop sensible, ni difficile, ni en tort. Quand nous sommes rentrés, Nicolas a jeté un seul regard à mon visage et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit de me donner 5 minutes parce que j'avais d'abord besoin de la vérité de la part des adultes qui pensaient que c'était normal. Après que Léa eut pris sa douche et que Nicolas eut mis Hugo en pyjama, j'ai appelé Émilie. Depuis la cuisine. Je m'attendais à une explication maladroite, peut-être une excuse sur une confusion de dernière minute. Ce que j'ai reçu, c'est de l'agacement. Elle était en sécurité, a dit Émilie avant même que je finisse ma deuxième phrase. Et elle est super avec les garçons. J'ai dit que Léa avait 12 ans. J'ai dit qu'elle y était allée pour l'anniversaire de Manon, pas pour faire un service de babysitting. Émilie a dit que je faisais exprès de rendre les choses sordides. J'ai demandé si elle avait obtenu ma permission. Silence pendant une demi-seconde. Je savais que tu en ferais toute une histoire. Cette réponse m'en a dit long. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de refiler un enfant de 6 ans et un autre de 4 ans à ma fille pendant une journée entière. Émilie a dit que ce n'était que pour un jour. Comme si ça changeait quelque chose. Puis ma mère a rejoint l'appel en conférence parce qu'Émilie lui avait déjà envoyé un SMS. Ma mère n'a pas demandé comment Léa se sentait. Elle a dit, Aurélie, la famille, ça s'entraide. Émilie a répété. Juste après elle, la famille, ça s'entraide. Aucune des deux ne semblait avoir honte. Aucune n'a présenté la moindre excuse. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était plus grave qu'une simple mauvaise journée. Le truc, c'est que rien de tout cela n'avait commencé avec Léa. Pendant des années, la personne qui faisait le babysitting supplémentaire, c'était moi. Émilie a 3 enfants. Ma nièce Manon, puis Lucas et Théo. Et quand les garçons étaient plus petits, aider de temps en temps semblait normal. Elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Son mari était en déplacement. L'un des garçons avait une demi-journée de maternelle et elle avait besoin de quelqu'un pendant 2 heures. J'adore mes neveux et au début, je disais oui sans même y réfléchir. J'allais chercher les garçons, je les ramenais à la maison, je leur préparais des biscuits et des quartiers de pommes, et je laissais Hugo construire des tours de cubes avec eux. Pendant que je commençais le dîner. Émilie arrivait plus tard avec un merci rapide et une histoire sur la folie de sa journée. Tout cela semblait temporaire, raisonnable, gérable. Mais ensuite, le « juste pour cette fois » s'est mis à se répéter. Les samedis, les jours de formation des profs, les après-midi d'été, les soirées de dernière minute quand elle avait, juste, besoin de souffler. Je n'avais pas remarqué à quel point cela prenait de la place dans ma semaine jusqu'à ce que Nicolas commence à me demander quels projets étaient vraiment les nôtres et lesquels appartenaient à Émilie par défaut. À ce moment-là, ce qui avait autrefois semblé généreux était devenu tacitement attendu. C'était l'arrangement d'origine, que personne ne veuille l'admettre ou non. Le système fonctionnait parce qu'il ne se présentait jamais comme une exigence massive. Il arrivait par petites touches ordinaires qu'il était facile d'excuser sur le moment. Émilie envoyait un SMS à 8 heures du matin, tu peux prendre les garçons un petit moment ?
Puis à midi, ça devenait, en fait, j'ai pris du retard. Tu peux les garder pour le déjeuner? Vers 15 heures, elle m'appelait pour dire qu'un imprévu était survenu et qu'elle aurait besoin d'une heure de plus. Si j'hésitais, ma mère apparaissait sur le côté comme un metteur en scène, me rappelant qu'Émilie était débordée et que les sœurs sont censées se soutenir. Personne n'a dit, on organise désormais nos week-ends autour de ton travail gratuit. Il n'avait pas besoin de le dire. Le système tenait parce que chaque demande individuelle était assez petite pour que je passe pour une mesquine si je m'y opposais. Je déteste les conflits. Vraiment. Alors, je décalais mes trucs, j'annulais mes courses, je promettais à Hugo qu'on irait quelque part plus tard et je me disais que je préservais la paix familiale. Le problème avec ce genre de paix, c'est qu'elle apprend aux gens qu'il n'y a aucun coup à se servir chez vous. Après un certain temps, Émilie a arrêté de demander ça comme un service. Elle a commencé à demander ça comme si j'étais le plan B qu'elle avait déjà mis en place. Ce qui rendait les choses pires, c'est que l'aide n'allait jamais dans les deux sens. Émilie avait toujours une raison pour laquelle elle avait besoin d'aide. Un break, une paire de mains supplémentaires ou un après-midi sans enfant. On attendait de moi que je sois flexible parce que j'étais meilleure pour ces trucs-là, ce qui est le langage familial pour dire « tu te plains moins ». Quand j'essayais de souligner que j'avais aussi une maison, un mari, un fils, une fille et un travail, la réponse était toujours une version de « tu es plus forte, tu es plus calme, tu peux en encaisser plus ». C'est flatteur jusqu'à ce qu'on remarque à qui cela profite. Il y a eu des fois où j'ai demandé un petit truc à Émilie, comme aller chercher Léa après son entraînement parce qu'Hugo avait un rendez-vous médical tardif, et bizarrement, elle était soudainement indisponible. Ma mère continuait de m'appeler « la personne fiable », comme si la fiabilité était un trait de caractère au lieu d'une disponibilité non rémunérée. Je savais que l'arrangement n'était pas égalitaire. Je le savais. Avant l'anniversaire de Manon. Je me disais juste que ça ne valait pas une dispute parce que les garçons étaient petits et parce que les drames familiaux se propagent chez nous plus vite qu'une alerte météo. Avec le recul, c'était la brèche qu'ils utilisaient. Chaque fois que je disais oui pour éviter un problème, je leur facilitais la tâche pour me refiler le suivant. Le week-end de l'anniversaire était crucial parce que c'était l'une des rares fois où je ne pouvais vraiment pas intervenir moi-même. Hugo, mon fils cadet, avait un stage de tennis toute la journée à 2 villes de là, et Nicolas travaillait au ce matin-là. J'avais déjà payé, j'avais déjà promis à Hugo que je serais là, et j'avais construit tout mon samedi autour de l'accompagnement, du déjeuner et de la récupération. Quand Émilie a commencé à sous-entendre qu'elle aurait besoin d'aide avec Lucas et Théo pendant les festivités de Manon, j'ai dit non tous deux. Suite. Pas, peut-être, pas, plus tard. Non. Ça ne lui a pas plu, mais elle n'a pas insisté au téléphone. À la place, elle a changé de tactique. Un jour plus tard, Émilie a dit à Léa, puis me l'a répété, qu'elle devrait quand même venir fêter l'anniversaire avec Manon parce que ce serait une journée entre cousines. Elle nous l'a vendu comme un cadeau. Léa était ravie parce que 13 ans, c'est l'âge où les cousines plus âgées commencent à être perçues comme une porte d'entrée vers un autre monde. Émilie m'a dit que les filles feraient un gâteau, des masques de beauté, des films, les trucs d'anniversaire habituels à la maison. Rien dans cette conversation ne laissait présager qu'on allait me remplacer par mon enfant. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois qu'ils ont compris que je n'étais pas disponible, ils n'ont pas réglé leur propre problème de garde d'enfant. Ils ont juste regardé un échelon plus bas et ont décidé que ma fille ferait l'affaire. À la fin de cette soirée-là, après
L'appel téléphonique et après que Léa se soit couchée, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai enfin vu toute la situation clairement. Il ne s'agissait pas seulement d'un anniversaire horrible. Il s'agissait de années d'aide à sens unique qui était devenue si normale pour Émilie, ma mère et même mes grands-parents qu'ils ne voyaient plus la limite entre demander et prendre. Au moment où je n'ai plus pu absorber le fardeau moi-même, ils l'ont transféré sur Léa sans même demander la permission, ce qui signifiait qu'ils ne considéraient plus que ce fardeau m'appartenait et que je pouvais le choisir. Ils considéraient que c'était quelque chose que mon foyer leur devait. Nicolas était assis en face de moi pendant que je disais ça tout haut, et il a hoché la tête une fois comme s'il attendait que j'en arrive là toute seule. Tu ne leur as pas manqué, a-t-il dit. Ils t'ont remplacé. C'était exactement ça. L'anniversaire n'était pas un malentendu. C'était la preuve la plus nette que j'ai jamais eu du véritable système familial. Je devais être disponible, et si je ne l'étais pas, ma fille ferait l'affaire. Je me suis couchée en colère, mais ce n'était plus une colère éparpillée. Elle avait une forme. Au matin, je savais exactement ce que j'allais changer. Je me suis réveillée avant tout le monde le lendemain matin, j'ai préparé du café et j'ai ouvert mon calendrier pendant que la maison était encore calme. Cela m'a aidé plus que n'importe quoi d'autre. La colère est facile à balayer pour des gens comme Émilie en la traitant de mélodrame. Un emploi du temps annulé est plus difficile à contester. Nous avions un calendrier familial partagé pour les récupérations d'enfants, les anniversaires et les dates de babysitting qu'Émilie aimait bloquer des semaines à l'avance. J'ai ouvert chaque créneau à venir avec mon nom dessus et je l'ai supprimé. 3 samedis, un jeudi après-midi, 2 récupérations en soirée. Pendant les vacances de printemps. Puis j'ai envoyé à Émilie un SMS assez court. Pour qu'elle ne puisse pas faire semblant de mal le comprendre, après ce qui est arrivé à Léa hier, je ne ferai plus de babysitting pour toi. J'ai annulé toutes les dates prévues sur le calendrier. Merci de prendre d'autres dispositions. Puis j'ai envoyé le même message à ma mère parce que je savais qu'elle prétendrait être confuse plus tard si je ne le faisais pas. Je n'ai pas ajouté d'émotions superflues. J'ai juste rendu la limite visible, écrite et immédiate. Quand Nicolas est entré dans la cuisine et a lu le message par-dessus mon épaule, m'a embrassé sur la tête et a dit « C'est bien ». Pour la première fois, la réponse n'était pas seulement dans ma tête. Elle était officielle. Au début, Émilie a à peine réagi, et cela m'a presque plus irritée que si elle avait commencé à hurler. Elle m'a renvoyé un emoji, pouce levé. Vers midi, ce qui m'a indiqué soit qu'elle n'avait pas lu le message attentivement, soit qu'elle supposait que je me serais calmée le jour où elle aurait vraiment besoin de moi. Le reste de la journée, elle a posté des photos de famille normale comme si rien n'avait changé. Manon avec un sac de shopping. Ma mère dans la cuisine de quelqu'un. Une de ces légendes sur la vie, débordée. Mais Benny, qui, d'une certaine manière, m'a rendue plus furieuse qu'une insulte. Le silence autour du vrai problème était révélateur. Si elle avait cru que j'étais sérieuse, elle se serait activée immédiatement. Au lieu de ça, elle a agi comme si mon message était une humeur, pas une décision. Cela me montrait à quel point l'ancien système l'avait conditionnée. Dans l'esprit d'Émilie, j'étais toujours la personne qui pouvait dire non le matin et se pointer l'après-midi parce que dire non avait toujours été négociable auparavant. J'ai laissé le silence s'installer. Je n'ai pas envoyé de message de suivi. Je n'ai pas argumenté sous ses posts. Je n'ai pas rappelé notre mère. Si le message devait passer, il passerait la première fois qu'elle aurait besoin de moi et qu'elle trouverait le vide à la place.
J'avais enfin arrêté d'amortir les conséquences. Maintenant, elle allait les ressentir elle-même. Ce premier créneau manqué est arrivé 4 jours plus tard. Émilie m'avait noté pour garder Lucas et Théo de midi à 17h pendant qu'elle emmenait Manon faire des échanges de cadeaux d'anniversaire et passer un moment mère-fille. À 11h42, mon téléphone s'est éclairé. Théo ? Pas de bonjour. Pas de « il s'est passé quelque chose ?» Juste le ton de quelqu'un qui surveille un employé en retard. J'ai répondu, je t'ai dit que je ne faisais plus de babysitting. 1 minute plus tard, elle appelait. Aurélie, c'est ridicule, a-t-elle commencé. On t'attend. J'ai dit, vous ne devriez pas m'attendre. Je t'ai dit il y a 4 jours de t'organiser autrement. Elle est passée direct aux inconvénients du jour. Manon était prête. Les garçons étaient grognons. Leur réservation au restaurant allait être ratée. Et elle avait prévu ça depuis des semaines. Pas une seule fois elle n'a dit, tu as raison, j'ai dépassé les bornes avec Léa. Tout l'appel portait sur le problème qu'elle rencontrait à l'instant T. C'était la preuve la plus flagrante qu'elle n'avait toujours pas compris le changement. Elle pensait que le problème était une question d'emploi du temps. Je savais que le problème était son sentiment d'impunité et le remplacement de ma personne. J'ai gardé une voix calme. Elle a haussé le ton. Pas moi. C'était important. Elle n'entendait qu'un retard, pas une frontière. Quand elle a réalisé que je ne me précipitais pas pour arranger les choses, Émilie est passée très vite à la culpabilisation. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que c'était cruel pour Manon, qui n'avait rien à voir avec les désaccords entre adultes, ce qui était un comble quand on sait que Manon avait profité de sa journée au spa pendant que Léa travaillait à la maison. Émilie a dit que je ne pouvais pas faire ça sans prévenir. Je lui ai rappelé que je l'avais prévenue par écrit et que j'avais supprimé chaque date du calendrier partagé où elle pouvait littéralement les voir disparaître. Elle a ignoré ça et a continué à énumérer les raisons pour lesquelles sa sortie comptait. Elle devait échanger des articles avant la fin du délai de retour. Elle avait promis un déjeuner à Manon. Elle avait désespérément besoin d'une belle journée sans avoir les garçons dans les pattes. Chaque argument revenait au même. Ses projets étaient assez importants pour que quelqu'un d'autre doive assumer la garde des enfants. Alors embauche quelqu'un, ai-je dit. Elle a eu un petit rire sec comme si j'avais suggéré d'acheter un jet privé. Pourquoi je devrais payer quelqu'un ? Alors que tu fais juste ton intéressante, a-t-elle lâché. On y était. Pas. Comment on répare ça ? Juste, pourquoi devrait-elle dépenser de l'argent ? Maintenant que mon travail gratuit s'arrêtait ? Les garçons ont commencé à pleurnicher en arrière-plan et sa voix s'est durcie. Elle n'entendait toujours pas un non. Elle entendait un « pas encore ». Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je lui ai dit que la réponse était non aujourd'hui, non le week-end prochain et non à l'avenir. J'ai dit que ce qui était arrivé à Léa avait changé les choses de façon permanente. Émilie a continué d'essayer de me ramener dans l'ancien mode de communication, en me coupant la parole, en me demandant comment je pouvais faire ça à la famille, comment je pouvais rester là pendant qu'elle galérait à cause d'une seule erreur. Puis elle a ressorti la fameuse phrase, le slogan familial, comme si c'était une clé magique, la famille, ça s'entraide ? Aurélie. D'habitude, cette phrase était suivie par moi qui m'expliquais, qui m'adoucissait, qui proposait des alternatives, qui essayait de prouver que j'étais toujours quelqu'un de bien. Cette fois, j'ai enfin entendu ce que cela signifiait dans notre famille. Une personne donne, une autre prend, et celle qui prend appelle ça de l'amour. J'ai dit, la famille ne piège pas une enfant.
De 12 ans pour 12 heures de garde d'enfant. Puis j'ai raccroché. Pas de discours, pas de deuxième round. J'ai juste coupé. Mes mains étaient stables. Quand j'ai posé le téléphone, ce qui m'a surprise. Nicolas, qui en avait entendu assez depuis la pièce d'à côté pour comprendre, a regardé vers moi et a demandé. Fini? J'ai dit, avec cette conversation, oui. C'était la première fois que je refusais non seulement la demande, mais aussi le scénario imposé autour de la demande. Et une fois que j'ai fait ça, tout le reste a semblé dérisoire. Ce qui a maintenu la tension élevée les jours suivants, c'est qu'Émilie pensait manifestement encore que c'était temporaire. En colère, oui. Offensée, absolument, mais pas vraiment inquiète. Ces SMS ressemblaient moins à une réponse à une limite finale qu'à un test pour voir combien de temps durerait la grève. Tu continues ton cinéma? J'ai besoin d'une réponse pour jeudi prochain, puis, maman dit que tu surréagis. Je ne suis pas entrée dans le jeu, me contentant de répéter la même phrase, je ne fais plus de babysitting. La répétition était le but recherché. Pendant ce temps, je sentais l'ancien système de pression monter autour de nous. Ma mère a arrêté de liker mes messages dans le groupe familial. Ma grand-mère m'a envoyé un pouce levé passif-agressif sur une photo d'école d'Hugo. Des petites choses, mais des choses familières. Je savais ce qui allait suivre parce que j'avais vécu dans cette famille toute ma vie. Émilie allait se faire passer pour la victime, simplifier l'histoire jusqu'à ce qu'elle paraisse inoffensive, et laisser les autres me mettre la pression par les côtés jusqu'à ce que je cède. Juste pour que le bruit s'arrête. La différence cette fois, c'est que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Elle croyait encore que l'insistance allait m'épuiser parce que ça avait toujours fonctionné avant. J'avais enfin franchi le stade où c'était vrai. Le cycle était brisé. Elle ne s'en était juste pas encore rendu compte. Après ce premier créneau de babysitting manqué, la campagne de pression a commencé presque immédiatement et elle allait plus vite que les faits eux-mêmes. Ma tante Sophie m'a envoyé un SMS la première. J'espère que toi et Émilie pourrez arranger ça. Les garçons ont besoin de stabilité. Puis mon oncle m'a envoyé une version de « Ne laisse pas la fierté blesser les enfants ». Une cousine à qui je parlais à peine m'a envoyé un message comme si j'avais soudainement abandonné la famille sans raison. Personne n'a demandé ce qui était arrivé à Léa. Personne n'a demandé si on avait laissé une gamine de 12 ans responsable de 2 petits pendant une journée entière sous de faux prétextes. Ils avaient clairement eu la version édulcorée. Où Émilie avait eu une journée difficile et où j'avais choisi de la punir. Dès que j'ai cessé d'être utile, je suis devenu le problème. Je n'ai répondu à presque personne. Les rares à qui j'ai répondu ont eu droit à une seule phrase. Émilie a piégé Léa pour garder Lucas et Théo toutes seules pendant 12 heures. Pendant que les adultes allaient au spa. Après ça, je ne fournirai plus de garde d'enfants. Certaines personnes ont arrêté de répondre. Quelques-unes ont changé de sujet, ce qui m'a tout dit. Ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas. C'était que l'ancien arrangement était pratique pour tout l'entourage. D'Émilie aussi. Puis ma mère a appelé, et celle-là comptait plus parce qu'elle connaissait toute l'histoire et choisissait quand même le même camp. Elle a commencé sur ce ton posé qu'elle utilise quand elle veut paraître raisonnable. Aurélie, ça a été assez loin comme ça, a-t-elle dit. Une mauvaise décision ne devrait pas faire exploser tout un système familial. J'ai ri. Doucement parce qu'elle venait de dire tout haut ce qu'il fallait taire. Tout. Un système familial. C'était exactement ce que je refusais. J'ai demandé. Est-ce que tu as une seule fois demandé à Léa si elle avait envie de passer l'anniversaire de Manon à faire du babysitting?
Ma mère a ignoré la question. Elle a dit qu'Émilie était débordée. Que les garçons adorent Léa. Qu'aucun mal réel n'avait été fait et que je rendais tout plus grave que nécessaire. Je lui ai dit que le mal, c'était que des adultes avaient menti à ma fille, utilisé son travail et s'attendait à de la gratitude après coup. Ma mère a soupiré comme si j'étais épuisante. Tu prends toujours tout au pied d'eux. La lettre, a-t-elle dit. À ce moment-là, j'ai arrêté de la voir comme une personne neutre essayant de faire la paix. Elle n'était pas coincée entre nous. 2. Elle avait choisi le camp qui lui facilitait la vie. Une fois que j'ai vu ça, la conversation est devenue simple. Je lui ai dit que si protéger Léa ressemblait à une réaction excessive, elle allait devoir faire avec. Après ça, Émilie a encore changé de tactique. Puisque la pression morale ne me faisait pas revenir assez vite, elle a commencé à m'envoyer des preuves de chaque inconvénient que mon nom créait. Comme si je devais la rembourser de ne plus avoir accès à moi. Un jour, c'était une capture d'écran d'un rendez-vous chez le coiffeur annulé avec un « merci pour ça ». Un autre jour, c'était une photo d'une facture de babysitter avec 3 points d'interrogation sous le total. Puis est venu un SMS disant qu'elle avait raté un déjeuner avec des amis. Parce que certaines personnes ne savent pas tourner la page. Une semaine plus tard, elle a envoyé « Manon a dû aider avec les garçons ce soir à cause de toi ». Celle-là m'a obligée à poser mon téléphone et à m'éloigner une minute. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Événement scolaire raté, place de concert perdu, frais de garderie supplémentaires. Elle documentait chaque conséquence. Comme un huissier, espérant que je me sentirais assez responsable pour reprendre mon rôle juste pour arrêter les messages. Nicolas a fini par me demander pourquoi je les lisais encore, et il n'avait pas tort. Mais une partie de moi avait besoin de garder une trace. Chaque capture d'écran prouvait la même chose. Émilie avait construit des pans entiers de sa vie sur l'hypothèse que mon temps lui appartenait. Maintenant que ce n'était plus le cas, elle était choquée par le prix à payer pour le remplacer. Le vrai test est arrivé quand Émilie a eu quelque chose de coûteux en jeu. Elle et son mari avaient réservé un forfait Thalasso avec nuitée des mois auparavant. Massage, dîner, hôtel, tout le truc luxueux qu'elle adore poster plus tard comme si c'était arrivé sans effort. 3 jours avant, elle m'a appelé au lieu d'envoyer un SMS, ce qui signifiait déjà qu'elle voulait faire pression. Je te donne une chance d'arranger ça, a-t-elle dit. Pas de discuter, pas de t'excuser, mais d'arranger ça. Elle a dit que la réservation n'était pas remboursable. Que les garçons seraient impossibles avec une babysitter pour la nuit, et qu'elle n'imaginait pas que j'allais lui faire perdre autant d'argent pour un malentendu. J'ai dit, si. En fait. Débrouille-toi. Elle est devenue glaciale. Tu fais ça exprès. Maintenant, a-t-elle dit. Je te laisse assumer les conséquences de tes choix. Ai-je répondu. Ce soir-là, Léa m'a trouvé en train de plier le linge et m'a demandé si tata Émilie était toujours fâchée. Je lui ai dit, oui. Probablement. Puis je lui ai dit quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais plus jeune. Quand les gens sont habitués à ton oui, ton non leur semble cruel, même quand il est sain. Léa a hoché la tête. Lentement. Donc si quelqu'un s'énerve quand je dis non, ça ne veut pas dire que j'ai tort? Exactement, ai-je dit. Le matin de leur réservation à l'hôtel, la sonnette a retenti à 8h17. J'étais encore en bas de pyjama en train de verser des céréales pour Hugo et Nicolas étaient en haut en train de se raser. Quand j'ai ouvert la porte, Lucas et Théo étaient debout sur le perron avec leurs petits sacs à dos et des visages ensommeillés. Aucun adulte, juste les
garçon et 2 sacs de voyage posés contre la rampe. Théo m'a regardé et a dit « Maman a dit qu'on restait ici. » J'ai eu le sang qui n'a fait qu'un tour. Je suis sortie, j'ai regardé dans la rue, et j'ai vu le SUV d'Émilie tourner au coin. Elle était déjà partie. Elle n'avait même pas essayé de me les confier en personne. Elle avait compté sur le fait qu'une fois que les enfants seraient physiquement devant moi, je ferais ce que j'avais toujours fait et que je réorganiserais ma vie autour de sa décision. C'était la partie la plus hideuse, ce n'était pas de l'insouciance, c'était intentionnel. J'ai fait entrer les garçons parce que rien de tout cela n'était de leur faute. Je leur ai donné un petit déjeuner et j'ai appelé Émilie 2 fois, direct sur messagerie. Puis, j'ai envoyé un SMS, « Tu as abandonné tes enfants sur mon paillasson sans permission. Si tu ne reviens pas immédiatement, je signale ça. » Après plusieurs appels, un SMS clair et aucune réponse, j'ai fait exactement ce que j'avais dit. J'ai appelé le 17 pour signaler que ma sœur avait abandonné ses enfants sur mon perron sans autorisation. Ils ont pris note, m'ont dit de garder les garçons à l'intérieur en sécurité, et l'aide sociale à l'enfance a été impliquée à partir de là. Peu de temps après, Émilie a fini par appeler, furieuse, parce qu'une fois les autorités impliquées, le week-end de détente était terminé. Elle est revenue chercher les garçons, mais le signalement avait déjà été fait. Après ça, le cycle s'est arrêté net parce qu'il avait enfin heurté un mur construit ailleurs que sur ma culpabilité. Notre relation était terminée. Ma mère a pris son parti si ouvertement que j'ai coupé les ponts avec elle aussi. Certains parents ont tenté une dernière fois tu n'étais pas obligé d'aller jusque-là. Mais je n'avais plus besoin de l'approbation de gens qui profitaient de mon silence. Le changement pratique dans ma vie a été immédiat. Mes week-ends se sont libérés. J'avais du temps pour les matchs d'Hugo, pour prendre un café avec des amis, pour le travail que je faisais tenir dans les marges, et pour des après-midi ordinaires qui appartenaient à ma propre famille. Léa a changé aussi. Une fois la distance installée, elle a arrêté de graviter autour de Manon et a commencé à passer du temps avec des filles qui l'appréciaient vraiment au lieu de juste la trouver utile. Avec le recul, je voyais que Manon avait grandi dans la même dynamique familiale de droit acquis que les adultes avaient construite autour d'elle. La paix dans notre maison. Après tout cela était si frappante qu'elle me rendait presque en colère contre mon ancienne version de moi-même. Ce n'était pas un système familial qui nous manquait. On était en train de s'en remettre. Alors dites-moi honnêtement, ai-je bien fait de refuser finalement de faire le babysitting et d'appeler les services sociaux quand ma sœur a déposé ses enfants sur mon paillasson ?